Une fois que nous avons regardé à grands traits par quelle procédure on applique le droit international, il faut se tourner désormais vers la question des méthodes d'application du droit international, section 2, les méthodes d'application du droit international. L'application du droit, le passage de la règle à son effet individuel, est traditionnellement considéré comme une opération qui relève du syllogisme juridique, donc d'une application rationnelle d'une règle aux faits établis. Il reste que pour procéder à l'application de la règle aux faits, il faut en découvrir le contenu, le sens. C'est la question de l'interprétation qui est au cœur des méthodes d'application du droit international. Il faut dire un mot d'abord de l'objet de l'interprétation, pour ensuite esquisser les règles internationales d'interprétation. Paragraphe premier, l'objet de l'interprétation, la recherche de la volonté. Il faut dire tout d'abord qu'en droit international, le débat sur la nature de l'interprétation, opération juridique ou opération non juridique, opération linguistique, ce débat est résolu par la Convention de Vienne sur le droit des traités qui traite l'interprétation comme une opération authentiquement juridique en fixant des règles d'interprétation. Règles d'interprétation qui ont été étendues aux autres éléments du droit international. Du point de vue de la théorie générale du droit international, comme la théorie générale du droit, l'interprétation est la recherche de la volonté de l'auteur d'un acte juridique. Cela tient à la conception de l'acte juridique, qui est l'acte dont les effets sont réputés conformes à la volonté de l'auteur. Parce que l'acte juridique est considéré comme un acte de volonté, l'interprétation ne peut être que la recherche de cette volonté, car les effets doivent être conformes, par définition, dans la théorie de l'acte juridique, à la volonté de l'auteur. Il reste que la méthode pour rechercher cette volonté peut être différente. Il peut s'agir d'une méthode subjective, recherchant les intentions psychologiques, historiques de l'auteur de l'acte, ou une méthode objective qui se méfierait des intentions pour ne s'attacher qu'aux résultats, et donc en donnant la primauté à l'interprétation grammaticale. C'est ce choix, ce deuxième choix qui est opéré par le droit international, par la Convention de Vienne aux articles 31 et 33, nous le verrons, le choix d'une interprétation objective, établie à partir de ce qui a été dit, et non pas de ce qu'on aurait voulu dire. Puisque c'est la volonté qui est recherchée, le principe est que l'interprète doit se placer au moment de l'adoption de l'acte, car c'est à ce moment-là que la volonté s'est faite, c'est à ce moment-là qu'on a voulu, et non pas au moment où il interprète. C'est le principe qui avait été admis notamment dans la sentence arbitrale rendue en 1989 de l'affaire de la délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Il reste que lorsque les États concluent un traité, ils peuvent souhaiter que ce traité ne soit pas un instrument figé. Leur volonté initiale peut être de créer un instrument, entre guillemets, vivant, comme on le dit parfois à la jurisprudence, c'est-à-dire un instrument destiné à évoluer. C'est donc, dans cette hypothèse, l'interprétation évolutive qui s'impose, et donc l'interprète doit prendre en considération les évolutions sociales intervenues depuis l'adoption de l'acte. C'est notamment le cas de la jurisprudence relative aux droits de l'homme. Mais il faut comprendre que du point de vue de la théorie du droit international, ce n'est pas une opposition par rapport au principe général, c'est une application du principe général. C'est que les parties, en concluant un traité relatif aux droits de l'homme, ils ont choisi, ont admis que le sens de celui-ci évoluerait du traité évoluerait avec la société qu'il est censé régir. Tel est l'objet de l'interprétation, la recherche de la volonté. Paragraphe 2, maintenant les règles d'interprétation, c'est-à-dire
l'établissement de la volonté. Comment on établit la volonté en droit international? C'est la Convention de Vienne qui répond à cette question par des principes coutumiers reconnus par la jurisprudence et posés aux articles 31 et suivants de la Convention. La Convention de Vienne opte pour une méthode objective qui s'attache à ce qui a été effectivement dit. L'article 31, paragraphe 1er de la Convention pose le principe général: un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. C'est donc le sens ordinaire des termes du traité qui doit être privilégié. Alors le texte de la Convention de Vienne vise le contexte, mais il ne faut pas se méprendre quant au sens du contexte. Il est défini à l'article 31, paragraphe 2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexe inclus, tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité, et tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité. Donc on voit que ce qu'on appelle le contexte est en réalité l'ensemble conventionnel. Le traité et éventuellement les instruments formellement distincts mais qui se rapportent au traité. Et donc, il faut lire la disposition à la lumière des autres dispositions pour éviter les contradictions, pour regarder s'il s'agit d'une disposition spéciale, et donc pour en dégager le sens. Ce n'est pas le contexte historique ou factuel, c'est le contexte au sens de l'ensemble de l'opération conventionnelle. L'article 31, paragraphe 3, précise également que le traité, dans son contexte d'ensemble conventionnel, ne doit pas être séparé du reste du droit international. La disposition précise qu'il sera tenu compte, en même temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions, et de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité, et enfin de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. Donc, on voit que par cette disposition, l'interprète est invité à prendre en considération les autres éléments juridiquement pertinents du droit international, les autres éléments applicables, soit des accords postérieurs qui se rapportent au traité intérieur, soit des règles de droit international applicables entre les parties. Donc on voit qu'il s'agit en réalité non pas d'un contexte psychologique, historique, mais d'un ensemble juridique dans lequel est placé le traité, et c'est donc une méthode objective fondée sur ce qui a été dit qui est privilégiée. L'article 32 de la Convention de Vienne prévoit la possibilité de la prise en considération d'autres éléments, et donc d'une méthode subjective, en faisant appel aux travaux préparatoires. Mais le rôle que confie l'article 32 de la Convention de Vienne à cette autre méthode est un rôle défini et limité précisément. Il peut être fait appel, dit le texte, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, et aux circonstances, cette fois-ci ce sont les circonstances historiques et factuelles, et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 laisse le sens ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Donc on voit que ce contexte factuel avec les travaux préparatoires peut apparaître, mais il a une fonction limitée, soit une fonction de pure confirmation du résultat de l'article 31, soit une fonction autonome, mais alors pour répondre à une impasse. La méthode ordinaire d'interprétation ne donne pas de résultat, le texte reste obscur, ou alors pire, un résultat qui
paraît manifestement déraisonnable. Et alors, face à cette situation d'échec de la méthode ordinaire, on peut avoir recours à la méthode subjective, et donc aux travaux préparatoires et aux circonstances historiques. Mais la primauté reste au texte.